N'est-ce pas Brian? Brian il est kiné et préparateur physique. Il a fait partie de l'équipe de Kinéfact, notamment, pas que. Mais si vous ne connaissez pas leur site, let's go. Parce que le site est ultra intéressant, bourré d'articles très intéressants sur bien des sujets. Si cette soirée a lieu ce soir, c'est grâce à plusieurs de nos partenaires. Le SNMKR qui nous finance une partie de la soirée. Sport Orthez aussi, qui en plus ont organisé un jeu concours pour ce soir. Physiogony Institute qui nous ont permis justement de pouvoir contacter Brian. Et Vega également qui sont présents ce soir, qui sont nos partenaires réguliers. Donc sans les parts, sachez que les soirées seraient payantes, coûteraient vraiment cher, parce que le lieu ici notamment coûte vraiment cher. Donc franchement, merci à eux et jouez le jeu après la conférence, allez les voir. Ils ont plus plein de trucs à vous dire ou à vous vendre. Mais en tout cas, sans eux, on ne pourrait pas du tout faire la soirée. Il y a un petit jeu concours ce soir du coup, pour gagner un set de Black Roll. On fera le tirage au sort du coup à la fin de la soirée. Enfin, à la fin de la conférence, juste avant d'aller au buffet. Il y a un buffet après qui nous attend, qui se fait en bas autour de la piscine. Oh. Ouais. Ah mais je l'ai vu, ça a l'air ouf. Le buffet est ouf, je le confirme. Il y a de quoi manger. Cool, j'ai pas Donc le jeu concours, c'est Sport Orthez qui nous permet justement de le faire. Donc merci encore une fois à eux de nous fournir des petits cadeaux comme ça justement à vous offrir en soirée. Ça permet aussi de rendre la soirée un peu plus fun, un peu plus vivante. Je vous rappelle que la prochaine soirée aura lieu le 12 octobre avec Anthony Alimi, qui est un collègue de Kinéfact de Brian. On discutera nos ressources de la douleur avec lui et de beaucoup d'autres choses aussi. Le 12 octobre, avant la dernière soirée après de l'année qui sera en fin novembre, début décembre, la date n'est pas encore fixée. Et ce sera une soirée très limitée en nombre de participants parce que c'est un format qui est très spécial. Ça va être très très cool. Voilà. Merci à tous. Profitez bien de la soirée avec Brian. Parce que franchement, je peux vous dire, on a fait sa formation aujourd'hui, c'était déjà fou. Donc je pense qu'on va bien s'amuser ce soir. Yes. Tu veux la pousser vers toi? Est-ce que vous m'entendez correctement? Ouais. Bonjour tout le monde, et merci pour votre confiance d'être venu à cette conférence en lien avec le retour au sport et autour d'un sujet qui m'intéresse parce que j'ai... En fait, tout le monde m'entend sans le micro ou pas? Ouais. Sûr? Je le fais sans micro. A cappella. Ouais. En vrai, c'est relou, ça fait du oui, non, oui, non. Donc, autour d'un sujet qui me tient cher, parce que dans mon activité de kiné et prépa physique, je me suis rendu compte peut-être que nous, kinés, on avait un rôle dans les blessures des gens, dans le fait que ces blessures arrivent. Du coup, on va explorer ensemble et on va voir quelle est la part de responsabilité qu'on pourrait peut-être avoir dans ces blessures sportives. Donc, je me présente, je m'appelle Brian Littré, je suis kinésithérapeute et préparateur physique. Je me suis occupé de l'équipe de France de football américain pendant un moment, mais j'ai très vite arrêté. Et actuellement, également coach d'athlète. Mais en dehors de ça, je suis aussi kiné, spé en musculo-squelettique. Et dans les pathologies sportives, je prends majoritairement des croisés ou des ischios. Si je vous dis ça, c'est aussi parce que j'ai des liens d'intérêt par des organismes de formation qui vont déjà rémunérer, mais normalement, je ne vais pas avoir un discours qui est altéré par le fait que je vous parle de ça. En gros, je ne vais pas essayer de vous vendre des trucs. On va essayer de discuter autour de données, un maximum. On va commencer directement. Qui connaît, lui? Vous pouvez lever la main, faites pas les timides. Comment il s'appelle?
Ronaldo, c'est le vrai. Vous allez voir un truc. Le Ronaldo, le vrai, une pépite, El Phénoméno. Pour les intimes, vous allez voir ce match, au bout de 6 minutes de match, il s'est pété le tendon quadricipital alors qu'il revenait de 6 mois de rééducation au Cap-Breton et opéré pour justement une rupture du tendon quadricipital. On va voir l'action. Si c'est pas une qualité de ouf, c'est parce que c'était dans les années 2000. Hein. Tac. Ronaldo Nazario. Bam bam bam. Boum, ça pète. Vous allez voir plus en détail. Moi, la seule question que je me pose, c'est, en vrai, dans ce contexte de blessure, est-ce que nous, soignants, avons-nous une part de responsabilité dans sa blessure? C'est une question que je me pose. Et on va comprendre pourquoi à la fin de... Enfin, tout le long de cette conférence, pourquoi, oui, c'est totalement de notre faute que lui soit blessé dans les années 2000. Attention. Et... Tac, tac. Ça a déjà pété. Vraiment, vous pouvez voir ça à Patella qui est un peu... Globalement, ça a mis un bon stop à sa carrière et c'était très problématique pour la suite pour lui. Odell Beckham Jr., joueur à la base des Giants, qui a bougé, qui est parti chez les Browns à Cleveland et là qui a été appelé en plein milieu de saison pour jouer chez les Rams. Vous allez voir sa blessure. La question que je me pose, c'est quelle est la responsabilité du staff médical dans sa blessure, sachant que ce joueur n'avait pas de croisé et qu'il a fait un épisode d'instabilité. Est-ce que ce mec, on aurait dû le laisser jouer, oui ou non? Lui, il revenait de 6 mois, sachant que je connais la prise en charge qu'il a eue, puisque j'ai un grand de mon quartier qui a fait la rééducation avec lui à Cap-Breton. C'était la fête. C'était salsa, dans les années 2000. Troisième athlète, Tyson Gay. Il se pète. La question que je me pose, c'est quelle est la part de responsabilité du staff médical ou du staff prépa physique, sachant que 1 ou 2 jours avant, il avait battu son record personnel en 9,68, où il était dopé, au 100 mètres. Pourquoi je vous dis ça? Vous le verrez au long de cette conférence. Bah déjà pour vous, est-ce que ces blessures sans contact auraient pu être évitables? Pour qui est-ce que ces blessures auraient pu être évitables? Moi perso, ouais. Pourquoi? Pour toi, ça aurait peut-être pu être évitable. C'est un peut-être, hein. Balance des hypothèses. Ça aurait pu être évitable s'il y avait eu justement un travail adéquat sur le renforcement des tissus. Ouais, Info spécifique. peut-être. Peut-être une analyse de la charge. Peut-être pas remettre sur le terrain des mecs qui sont pas prêts. Mais en tout cas, on voit que sur des blessures sans contact, on a peut-être un rôle à jouer. J'insiste sur le sans contact parce que quand vous avez un mec de 140 kg qui vous tombe sur le genou, vous faites le croisé, le staff médical, là, c'est pas de sa faute. Et on va juste faire un aparté sur une lésion qui m'intéresse énormément, les lésions aux ischio-jambiers. Déjà parce que c'est la lésion sportive la plus prévalente et avec le plus haut taux d'incidence dans tous les sports collectifs où ça court. Et parce que globalement, si Ousmane Dembélé il joue pas trop, c'est à cause de ça. Et j'aime bien Ousmane Dembélé. Si on prend le rugby entre 2019 et 2020, la blessure qui a amené au plus de fardeau dans la ligue anglaise a été les ischios. En match, en général, c'est les commotions. En deuxième, en jaune, c'est les ischios. À l'entraînement, les ischios, puis les mollets. Et les pathologies qui ont amené un plus haut fardeau, parce que vous avez des joueurs blessés qui ne peuvent pas jouer, ou parce que ça coûte des sous de payer un mec qui ne joue pas, parce que ça compte pour les clubs. Les ischios. Ça, par contre, j'en suis sûr qu'il n'y a pas beaucoup d'entre vous qui le savaient. Parce qu'on parle beaucoup des croisés, parce que c'est impressionnant. Ça peut mettre fin à des carrières très vite. Un mec qui fait que de se péter les ischios, Ousmane Dembélé, sa carrière va vite s'arrêter. Et également, ce sont des blessures avec un très haut taux de récidive. Et quand on parle de récidive, là, c'est notre job. Vous prenez le football américain, la NFL, un sport où j'ai joué, où j'ai des amis qui ont fait NCAA, NFL, etc. Vous prenez entre 2015 et 2018, les blessures, le nombre de blessures
le plus important, les ischios. Pourtant, on en entend très peu parler. Et c'est loin devant tout. Et après, les deuxièmes types de blessures, c'est les lésions aux ischios, les mollets. Globalement, en fait, les lésions musculaires, on entend très peu parler en IFMK et même en formation continue. Pourtant, ce sont les blessures les plus fréquentes. Vous prenez le soccer, le foot, c'est simple, ça représentait 12% des blessures en 2002, 24% des blessures en 2022. Là, c'était déjà la blessure la plus prévalente. Là, de loin. En 20 ans, le taux de blessure aux ischios a doublé. Alors que on est censé faire les bonnes choses et ce sont des blessures sans contact, donc qu'on pourrait éviter. En gros, on pourrait faire de la prévention dessus. Là, je vous pose juste le tableau. Ces blessures, c'est de la merde. Il va peut-être falloir s'en occuper. Donc peut-être qu'on a une part importante dans la responsabilité que ces blessures existent et arrivent. Et si on s'intéresse plus en détail aux données, par exemple en athlétisme, on se rend compte que ce type de blessures, hamstring en rouge, elles apparaissent majoritairement dans des situations de sprint. Globalement, vous avez un joueur rapide, il va plus se péter les ischios plutôt qu'un joueur pas rapide. Pourquoi depuis 20 ans ça a augmenté? Les joueurs sont de plus en plus rapides. Des joueurs qui tapent des pointes à 35-37 km/h, vous en avez de plus en plus. Plus vous êtes performant, plus vous avez de chances de vous péter. Plus vous avez un moteur de voiture performant, moins il est fiable. Alors que par exemple si c'est blessure aux ischios, blessure au mollet, c'est majoritairement des disciplines de long, marathon, etc. Déjà, ça permet de mieux comprendre la physiopathologie, donc de mettre des préparations adaptées et de la prévention adaptée selon les types de sports. Mieux comprendre comment ça arrive, ça permet de mieux prendre en charge. Et en plus, je pense que vous vous rendez compte qu'entre un sprinter ou un coureur de fond, globalement, les corps ne sont pas les mêmes. Donc la prépa, normalement, n'est pas la même. Et donc les moyens de prévention, normalement, ne sont pas les mêmes. Est-ce que vous savez si les coachs d'athlètes changent la manière de faire selon les athlètes? Je suis coach d'athlète et prépa d'athlète, je peux vous dire absolument pas. C'est déjà un peu problématique. Résumé, les lésions aux ischios, c'est fréquent, ça coûte cher et ça amène un fardeau humain et financier très important. À la fois, on s'est rendu compte que ça a niqué les finances du club, ça a amené à beaucoup plus de défaites dans une saison. Et surtout, c'est des carrières qui s'arrêtent très vite. Je parle d'ischio, globalement, en fait, on pourrait dire les blessures sportives. Lui, je pense que vous le connaissez. Sa liste de blessures, jusqu'à 2021, 2022, 2023, il en a encore. Il s'est fait 4 fois les adducteurs, 2 fois la cheville, donc fracture. Et ça, c'est surtout, au moins, il me semble que ça a augmenté maintenant, c'est 53 millions d'euros dépensés par le PSG, juste parce qu'il est blessé. Le trou de la sécu. 86 matchs forfaits où il n'était pas là. Le mec, il a joué quasi 50% du temps. Donc quand vous payez un mec 200 millions pour qu'en fait il y ait au moins 100 millions qui ne soient pas là, c'est dommage. Et en fait, ce mec s'est fait 2 fois plus de lésions musculaires aux adducteurs que d'entorses de cheville. Même si ces entorses de cheville, ils l'ont écarté longtemps des terrains. Je vous ai parlé d'Ousmane Dembélé. Il a été plus absent que présent à cause de ses blessures sans contact. En plus, c'est des récidives. Du coup, je vais poser une autre question. Quelle est notre part de responsabilité, nous, kinés, dans des récidives de blessures sans contact chez des athlètes qu'on prend déjà en charge? Je vous laisse répondre dans votre tête. Et du coup, est-ce que ces blessures sans contact sont évitables? Oui ou non? On va avoir des données. Est-ce qu'on peut faire des choses pour les éviter? Est-ce qu'on peut les anticiper? Et du coup, si elles sont évitables, qu'on peut les éviter et qu'on peut les anticiper, je pense que notre responsabilité est très élevée. Je pense. Vu que c'est censé être notre métier, la prévention. Globalement, on sait que les gens se répètent nettement plus facilement quand ils font retour au sport. En gros, ils commencent à... Vous vous rappelez Ronaldo qui s'est blessé? Ils reprennent, dans les 2 premières semaines, ça pète. Un des problèmes, c'est ça. Donc, étude,
Traduction en français, parce que my name is Brian. Le haut taux de récidive indiquerait possiblement une incohérence dans les critères de retour au sport. Une explication possible serait la négligence du temps biologique de cicatrisation. En gros, on refait prendre les mecs beaucoup trop tôt. Les études s'intéressant à la cicatrisation et la biologie des tissus musculaires montrent du tissu cicatriciel immature et incomplet au moment du délai du retour au sport. Les mecs reprennent trop tôt, leur tissu n'est même pas prêt à absorber la charge qu'ils vont accumuler lors des matchs ou des entraînements. 25% des récidives, un quart, apparaissent dans la première semaine du retour au sport, exactement au même site de lésion. C'est une vraie récidive, c'est de votre faute, vous avez pris beaucoup trop tôt. Nous recommandons une période minimum de 4 semaines avant le retour au sport pour les lésions de grade 1 et 2, les plus faibles. Si on prend les données sur les joueurs de première ligue qui sont pétés les ischios, en moyenne, ces joueurs reprennent en 18-19 jours. Voilà un problème. Donc déjà, peut-être que nous, dans notre éducation, nous, en tant que kinésithérapeute en libéral, faudrait autoriser les gens à reprendre sous 2 conditions. Un délai minimum de cicatrisation de tissu. Pour les ischios, on va au moins attendre 4 semaines. 2, le fait que tu valides tous les critères de retour au sport. En gros, le fait que tu sois fort, rapide, endurant, blablabla. Peut-être, en tout cas, ça semble ultra cohérent au vu des données. Sauf que ces données, elles sont accessibles. Pourquoi ils ne le font pas dans le sport pro? Je sais pas, je suis pas leur daron. Et si on s'intéresse également aux croisés, parce qu'il n'y a pas que les ischios dans la vie, et que on fait valider les critères de retour au sport aux athlètes, mais qu'on se rend compte qu'il y en a qui vont reprendre avant 9 mois et après 9 mois. On fait une analyse et un suivi de ces 2 groupes. Je reprends avant 9 mois et j'ai validé. Je reprends après 9 mois et j'ai validé. Et on observe. Globalement, ceux qui reprennent après 9 mois, il y a très peu de taux de rechute. Très peu. Il y en a quand même. Ceux qui reprennent avant 9 mois, alors qu'ils ont validé les critères de retour au sport, taux de rechute 87%. Vous avez 9 fois plus de chances de vous péter les ischios si vous essayez de vous péter les croisés si vous essayez de revenir. C'est globalement ce que me dit cette étude. Et ils disent sur les jeunes athlètes de 18 à 30 ans. Déjà à 30 ans, t'es plus jeune. Peut-être que le délai minimal de 9 mois devrait être préconisé pour un retour au sport. Ronaldo Nazario, c'était pas un croisé, hein. Peut-être que 6 mois c'était tôt pour une lésion complète du tendon quadricipital. Peut-être, j'en sais rien, c'est pas moi qui me suis occupé de lui. Et si, par contre, là on commence à être plus précis et on analyse vraiment athlète par athlète, lui c'est Mamadou Si, c'est un de mes amis qui est en équipe de France et en équipe pro de football américain. Et il joue la Coupe d'Europe. Est venu me voir 3 semaines avant la finale de Coupe d'Europe pour une lésion aux ischios. Et il me dit, Brian, dans 3 semaines, c'est simple, j'ai la finale. J'ai pas le choix. Est-ce que je peux jouer? Déjà, je le prends en charge. Je réponds pas à la question, vous y répondrez après. Lui, Eric Weddle, joueur des Rams, lors du premier quart-temps au Super Bowl, il se pète le biceps, pas le biceps, désolé, il se pète le pec. Même si ça saigne au biceps, il se pète le pec. Est-ce qu'il doit continuer à jouer, oui ou non? Levez la main ceux qui trouvent raisonnable que ces 2 athlètes continuent à jouer ou jouent. Pourquoi selon toi? Parce que le risque, il est pété, son grand pec, ce grand pec. Ouais, déjà, je suis tout à fait d'accord avec toi. Lui, il est pété. Il est pété. Et il y a aussi un truc, c'est le Super Bowl. Et en plus, après ce match, de toute façon, il prenait sa retraite. Donc déjà, sachant que c'était un joueur où il n'y avait personne, aucun backup, aucun remplaçant, ça vaut peut-être le coup et globalement, il ne s'est pas aggravé. Et non, ça n'allait pas s'aggraver. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Pour Mamadou, qui pense que c'était raisonnable qu'il joue, oui, non, pourquoi? Moi, je pense que c'était raisonnable. Et il s'est pas repété. Qu'est-ce que toi, tu penses, pourquoi? Parce que du coup, il a pareil, il a un bon match à jouer, une finale. Il n'est pas payé des millions, ça va. Non, Finale de Coupe d'Europe, mais il n'est pas payé des millions. finale de Coupe d'Europe et on ne sera pas dans le délai recommandé. On n'est peut-être pas très loin et puis si ça doit répéter, normalement, c'est fini. Donc
d'accord avec toi, mais c'est pas pour ces raisons que je lui ai dit que je pense que ça pouvait aller. Ouais. On a dit, même le grade le plus bas, globalement, en 4 semaines, mon gars. Avant de resprinter comme un bâtard. Ouais. Parce que c'est un lent. Il va pas vite, c'est un défenseur. Parce que c'est un défenseur qui sprint quasi pas en match. Peut-être 1 ou 2 fois par match. Les trucs que je lui ai dit, ne sprint pas. Il n'a pas eu besoin. Il mettait des grandes souplesses, il mettait des gros plaquages. Il n'avait pas besoin de sprinter. Donc globalement, le risque était minime. Si j'avais eu Erling Haaland ou Mbappé, vous vous rendez compte que là, le risque serait différent. Parce qu'il va mettre son corps à situation extrême. Lui, ses ischios, je savais qu'il n'allait pas les mettre à situation extrême. Donc une analyse poussée du sport également est extrêmement importante pour apprécier le retour au sport. C'est essentiel de connaître le contexte sportif, nous-mêmes en tant que soignants, pour pouvoir adapter ne serait-ce que la prise en charge pour le retour au sport, parce que vous n'allez pas prendre en charge de la même manière un footballeur ou un lutteur pour un croisé. Les contraintes, c'est totalement différent. Et le retour au sport, au final, il doit être individualisé en lien avec la charge accumulée par l'athlète lors de son activité sportive. On va en reparler après de la charge externe. Et bon, ça, c'est un peu pour faire plaisir aux staffs médicaux. La pluridisciplinarité, blablabla, j'y crois à moyen, surtout dans le sport. Pourquoi? Le coach, il veut le faire revenir le plus vite possible. Le joueur, il veut revenir le plus vite possible. Le président de club, il veut le faire revenir du plus vite possible. Nous, on est les seuls qui veillent à ce que sa santé soit maximale et qu'il n'y ait pas de récidive. Donc j'ai envie de dire, d'abord le staff médical, le reste on verra. Et c'est un parti pris, il y a un intérêt, je fais partie des staffs médicaux. Et un truc qui est extrêmement important dans le retour au sport, c'est déjà une de nos responsabilités, c'est faire une rééducation jusqu'au bout. Là, vous allez dire, bah oui, c'est évident. Si on prend les données sur les ischios, études de Tyler et collaborateurs, ils prennent 50 patients qui ont un programme et un algorithme de prise en charge. Ces 50 patients ont normalement tous le même algorithme de progression. À la fin, sur ces 50, il y en a 8 qui ne sont pas allés jusqu'au bout. J'ai pas dit qu'ils avaient arrêté au bout de 2 jours. Hein. Il y en a qui ont fait les 3/4, d'autres 90%. Sur les 8 qui ne sont pas allés jusqu'au bout, 50% se sont répétés l'ischio. Sur les 43, donc en fait il y a 51 patients, désolé, qui sont allés jusqu'au bout, 0 récidive. Globalement, tu ne fais pas ta rééducation jusqu'au bout, faut pas pleurer si tu te répètes. Mais encore faut-il que nous, kinésithérapeutes, connaissions les tests de retour au sport pour se dire, c'est bon, là, il y a de grandes chances que tu puisses y aller à fond. Du coup, c'est notre responsabilité de connaître ces tests et de donner le feu vert avec le moins de chances de récidive possible. Ça, je pense qu'on est tous d'accord sur ça. Et c'est tout con, mais entre cet exercice ou cet exercice fait par un bodybuilder, Tom Platz, où c'est bien dur, vous voyez bien qu'il a vraiment des gros muscles. Hein. Lequel des exercices, selon vous, est le plus sollicitant pour les ischios et pourquoi? Allez-y, vous pouvez parler, faites pas les timides. Le premier pour toi, plus sollicitant pour les ischios? C'est dommage, parce que c'est celui-là. Ouais, c'est nettement plus sollicitant. Pourtant, le plus dur à réaliser, c'est pas forcément celui-là, c'est celui-là. C'est pas parce qu'un exercice est dur que c'est le plus sollicitant pour le tissu cible. Et un des problèmes, c'est que je vous ai dit que normalement, globalement, les mecs qui se pètent les ischios, c'est les mecs rapides, qui vont sprinter. Niveau de sollicitation du sprint, si on prend le sprint, les nordiques, alors que c'est le plus sollicitant, les exercices à faire en salle, c'est à peine à la moitié de sollicitation des tissus. Globalement, vous faites ça, c'est cool. Vous êtes encore très loin de ce que va pouvoir emmagasiner le patient comme charge pour son retour au sport. C'est bien, mais ça ne suffit pas. Et un des problèmes dans les staffs médicaux,
dans le sport de haut niveau, c'est que ce genre de trucs, même limite, ils le font pas. Parce que ça donne des courbatures aux joueurs. C'est pas moi qui le dis. C'est eux. Souvent, les clubs enroulent les joueurs dans du coton. Ils n'exposent pas assez ces joueurs à un stress assez important. Ça les rend fragiles. Les joueurs deviennent allergiques à avoir des courbatures. Anecdote vraie. 2020-2021, de 2018 à 2021, le club de Saint-Étienne au foot, je connais un décliné, il leur interdisait de taper des sprints à l'entraînement. À votre avis, qu'est-ce qui pétait souvent en match? Les ischios, parce qu'ils préparaient pas le corps à avoir des sprints. PSG, quand Zlatan il y était, il disait les gars, pas de sprint. Il s'est pété quoi, Zlatan? Ischio et adducteur, si je ne me trompe pas. En gros, on rend les gens trop fragiles parce que déjà, on les pousse pas assez, ou j'ai envie de dire pas assez intelligemment. Parce qu'en athlé, c'est l'inverse. Sprint, 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 sprint. Je me demande juste quand est-ce que ça va péter si tu n'arrives pas à bien doser ta charge. Donc des exercices, c'est cool, hein, faire des exercices, mais aussi pour quel objectif? Parce qu'une rééducation, c'est pas juste un empilement d'exercices. Ça, sinon, c'est très facile, vous demandez à ChatGPT, vous avez un programme. C'est aussi pouvoir adapter. Est-ce que j'essaie de faire de la force explosive? Oui, non. Est-ce que j'essaie de faire de l'hypertrophie? Oui, non. Est-ce que je vérifie la qualité de mouvement? Parce qu'un soulevé de terre, un soulevé de terre, un soulevé de terre, c'est différent. Un Romanian deadlift, ça charge les ischios. Push-pull, ça charge pas les ischios. Ça charge que les adducteurs. Donc déjà, quel exercice, à quelle intensité, avec quelle intention? C'est pas juste un empilement d'exercices, la kinésithérapie. Donc des exercices, oui, encore faut-il qu'ils soient assez intenses et dirigés vers un objectif précis. Et de toute façon, quand vous faites des exercices très lents, globalement, il ne va pas y avoir d'adaptation à la vitesse. Au bout d'un moment, il va falloir sprinter avec les patients. Que comprendre sur les récidives de blessures? Clairement, c'est de notre faute, en grande partie. Ça peut être à cause du patient, hein, mais c'est aussi beaucoup de notre faute. Et un problème du sprint, c'est que un sprint, déjà, il faut vraiment le faire, vraiment. Quand je dis sprint, c'est pas courir vite. Courir à 30 km/h, c'est courir vite. Courir au-delà, ça commence à devenir du sprint. Et sauf que le sprint, ça se dose, parce que c'est une sollicitation maximale. Est-ce que Antoine est là? Ouais, Antoine, les max que vous faites au powerlifting, vous les faites tous les jours? Pourquoi? Ouais, si tu te mets à sollicitation max H24, bien sûr que tu vas te péter. Si vous prenez votre Ferrari et vous la mettez à fond sur la A4, à fond, tout le temps à fond, vous demandez juste quand est-ce que le moteur il va péter. Par contre, c'est intéressant parfois d'aller entretenir ta voiture et de la mettre à fond. Levez la main, ceux qui font sprinter les patients en rééducation pour des ischios ou des croisés. Vous ne faites pas les timides. Les autres, c'est parce que vous n'avez pas d'ischio ou pas de croisé ou parce que vous n'aviez pas forcément pensé. Ok, maintenant question piège. Désolé Antoine. Comment tu quantifies le fait que tu mettes du sprint et que ça va être une bonne dose pour ton patient? En nombre de sprints, c'est-à-dire? Ouais. De combien de mètres? Bon, en fait, vous vous rendez compte que quantifier du sprint, c'est pas facile. Il faut vraiment s'y connaître. Ouais, et quoi surtout du patient? Exactement. En moyenne, un sprinter pro ne va pas sprinter plus de 1,6 km dans la semaine. C'est pas beaucoup quand tu fais du 200 mètres. Hein. Ouais, et 200 mètres, c'est short sprint. Hein. Par contre, on a pas mal de données sur le fait que... Pourquoi le sprint? Pourquoi je vous en parle? Pourquoi je vous parle des ischios?
Quand vous analysez la force, donc lui c'est Jacques-André Coquin, un de mes amis qui a participé au Combine NFL Europe. Il n'a pas été drafté, mais il est pas mal. Les ischios peuvent bouffer jusqu'à 8 fois le poids du corps sur un sprint. Donc en fait, même le nordique qui est très dur, globalement, c'est pas suffisant. Voilà pourquoi, parce que ça se prend plusieurs fois le poids de ton corps. Et voilà pourquoi c'est sollicitant. Par contre, pour pouvoir doser, il va falloir connaître le sport. Lui, c'est Thierry Henry. Vous savez combien de mètres il sprint par match en moyenne? Enfin, il sprintait. Bah, en moyenne, entre 300 et 500 mètres de sprint. Du coup, dans une rééducation, et cette étude, elle est géniale, plus vous faites des sprints dans la rééducation, plus on est sûr que ça va protéger les athlètes, peu importe tous les autres facteurs que vous analysez. Parce que le sprint, ça protège quand vous le dosez correctement. Et ça, ces données, en fait, ce sont des données GPS que vous pouvez trouver sur la majorité des sports. Si tu veux, je t'enverrai les diapos, sans problème. Dans la majorité des sports, vous avez des données GPS sur combien de mètres il a marché, jogué, couru à haute vitesse, sprinté. Vous avez des données sur l'accélération, la décélération, les changements de direction. Du coup, en fait, par sport, c'est simple. Tu fais du foot, tu es à tel poste. Bah, en moyenne, tu vas sprinter 494 mètres, plus ou moins 250 mètres. Donc toi, en rééducation, au moins dans une séance, tu vas sprinter 1000 mètres. Voilà comment on peut réfléchir, doser une rééducation. Et sprinter 1000 mètres, il n'y en a pas beaucoup qui arrivent à tenir. Ils sont trop HS avant. Ça va? Vous voyez comment est-ce qu'on peut réfléchir jusqu'où on va dans la prise en charge? Parce que ça, c'est par match qui va se le bouffer. Du coup, il faut qu'il soit prêt. Et vous attendez pas à ce que l'adaptation se fasse par les entraînements. Un coach, il n'a pas le temps de prendre individuellement un mec blessé pour adapter la contrainte et l'augmenter petit à petit, petit à petit. C'est notre job. Et globalement, une fin de rééducation devrait, dans un monde parfait, ressembler à ce que l'athlète va se bouffer en rééducation. Va se bouffer en match. Jean Lubin, un de mes amis que j'ai pris en charge, voilà sa rééducation. Pourquoi? Parce qu'il saute au-dessus des mecs, parce qu'il sprint, et il sprint en incurvé. Également, absolument de la vitesse, des changements de direction bien secs, parce que dans la vraie vie, changement de direction bien sec. Et si je ne fais pas gaffe, moi, à l'amener jusqu'à ces niveaux de sollicitation, quand il va reprendre, il va se répéter. Et ce sera de ma faute. S'il y a des récidives très proches du retour au sport, c'est de ma faute à moi. Donc, globalement, on connaît la gestion de la phase aiguë, pas trop de douleur, on essaie de reprendre toute l'amplitude. Ensuite, on essaie de reprendre de la force musculaire, un schéma efficace. On réintègre les gestes du sportif. Seul problème, souvent les gestes du sportif sont sous-sollicitants, surtout à faible vitesse. Donc en fait, il faut quand même continuer des exos bien intenses, bien lourds, bien forts. Et la phase du retour au sport, selon moi uniquement, doit être absolument suivie de la prévention de les rechutes. Pourquoi? Si un mec qui s'est blessé, c'est qu'il y a un truc qui n'allait pas. Peut-être qu'il s'est blessé parce qu'il était faible à un endroit de son corps. Peut-être qu'il s'est blessé parce qu'il ne sait pas gérer sa charge. Peut-être qu'il s'est blessé parce qu'il y a d'autres facteurs. En tout cas, tu t'es blessé, il y a un truc qui ne va pas. Donc déjà, je ne vais pas te remettre au niveau où tu étais blessé, mais je vais essayer de te rendre un peu plus fort et un peu plus informé. C'est ce que j'essaye de faire. J'ai peut-être tort. Et vu que les blessures sont un frein énorme à l'évolution d'une carrière d'un individu, pourquoi est-ce qu'on ne les anticiperait pas? Et en fait, la prévention, on ne la met pas à tous les joueurs. Et cette étude est vraiment géniale. Il s'intéresse aux jeunes dans les centres de formation et il se rend compte que globalement, ce ne sont pas les meilleurs que vous trouvez en pro. Ce sont ceux qui survivent. C'est dommage. C'est pour ça que je ne suis pas pro. Peut-être que la prévention serait meilleure que prendre en charge les patients. Peut-être. En tout cas, on va voir les données. Comment ça se fait que les lésions aux ischios sont aussi communes, explosent autant, alors que normalement, on a des méthodes de prévention qui existent? Normalement.
Est-ce qu'on a raté quelque chose? Bah déjà, est-ce que ça fonctionne? Oui. Bah, faut pas me croire, hein. On va analyser les données. Bah, au niveau des ischios, par exemple, si vous mettez comme programme le FIFA 11 Plus, qui intègre du sprint, donc des activités à haute charge, des nordiques et d'autres choses, on se rend compte que les gens sont plus forts et ça fonctionne. Mais, virgule, ça fonctionne surtout si tu es compliant et si tu le fais. Alors c'est tout con, hein, vous rigolez. Vous pensez qu'ils le font en pro? Moi j'ai plein d'amis qui sont kinés en première ligue ou qui s'occupent de mecs internationaux. J'ai des très belles histoires, on en parlera quand ce sera pas filmé. Donc globalement ça fonctionne, mais ça fonctionne surtout quand les gens le font. Et même dans les clubs qui jouent la Champions League et les plus grands clubs européens, globalement, c'est pas mis en place. C'est dommage quand on sait que ça peut protéger Mbappé et Ousmane Dembélé. C'est très très dommage. Mais pourquoi ils ne le mettent pas en place? Ça, c'est pas moi qui le dis. Ça, c'est certaines études. Globalement, manque de connaissances des staffs médicaux sur ces domaines. Dommage quand c'est leur taf. Croyance du staff médical. Non, les Nordiques, ça peut blesser. Selon eux. On a vu que c'était nettement très sous-sollicitant par rapport au sprint. Hein. Mais selon eux, ça peut blesser. Il y a eu 0 blessure étudiée sur des années et des dizaines de milliers d'athlètes qui faisaient des nordiques. Hein. Aucune blessure. Des gènes au genou. Aucune blessure. Les athlètes pensent que c'est délétère pour eux. Bah ouais, se renforcer, c'est vraiment délétère pour toi. Parce que c'est pas fun. Bah ouais, c'est pas fun de faire de la prépa physique. C'est pas fun de se renforcer. Peut-être que là, c'est de notre faute qu'il faut rendre ça fun. Peut-être. Et aussi vraiment, parce que les joueurs ont peur d'avoir des courbatures. Sauf que j'ai envie de vous dire, si je suis sédentaire, je fais 20 squats, je vais avoir des courbatures. Si j'en fais 20 tous les jours, est-ce qu'au bout d'un moment, je vais avoir des courbatures toute ma vie ou pas? Non. Ok, vous avez capté. Le problème, c'est que c'est des chochottes. Et un autre truc en lien avec les croyances du staff, c'est que pour les staffs, donc c'était en première ligue et également dans le championnat belge, ils pensaient faire de la prévention. Et on leur demandait, cool, les gars, qu'est-ce que vous faisiez comme prévention? Massage, nutrition, étirement. Je suis pas sûr que ce soit les choses qui jouent le plus sur la prévention des blessures, type croisé ou ischio. En fait, c'est pas ça qui prévient le mieux ce type de blessure. Maintenant, question pour vous. Imaginons que vous avez une équipe et vous avez ce programme de prévention qui existe et les petits, ils sont pas trop observants. Ils ont la flemme. Comment est-ce que vous feriez pour rendre la prévention plus fun pour ces athlètes? Pour ces jeunes athlètes? Ouais. Qu'est-ce que toi tu ferais? Tu le fasses ensemble, genre tu les prends tous ensemble et tu fais le renfort avec eux. Ça tombe bien parce que cette étude a dit, ouais, déjà vous vous mettez en binôme en mode compétition et t'as une meilleure observance. Génial. Quoi d'autre? T'as plus le droit de répondre. Ouais. C'est-à-dire? Ouais, vas-y, continue. Pendant les entraînements, essayer d'associer entraînement et prévention. Ouais, et bah ça, par contre, ça nécessite la collaboration du staff, du coaching staff. Oui, effectivement, quand tu le rends obligatoire, fin d'entraînement, vous en faites, ça marche. Quoi d'autre? Leur faire faire un autre sport. Leur faire faire un autre sport? Ouais. Transfert. Alors quand tu fais 20 heures de sport par semaine, j'étais déjà dans ces situations compliquées. Là, je parle vraiment sur les trucs de prévention. Donc de l'échauffement, l'intégrer à l'échauffement. L'intégrer à l'échauffement ou à la fin, ça marche vachement bien et ça marche mieux à la fin plutôt qu'à l'échauffement parce qu'un nordique, quand même, ça épuise. Mais totalement. Ouais. Les vapeurs max. Les vapeurs, ouais. Mais en tout cas, vous voyez qu'on peut rendre ça fun et on peut rendre ça un peu obligatoire. Et globalement, chez les jeunes, ça marche super bien si vous mettez de la compète, vous le faites à deux et juste on le fait vraiment. Et le coach, et c'est là où ça rentre en compte, fait partie de la boucle de la prévention. Que le coach comprenne ce qu'on fait et pourquoi. Et que les athlètes, sinon, vous pouvez même leur vendre, hein, parce que c'est vrai, il y a des données dessus. Tu fais des nordiques, tu seras meilleur. Tu courras plus vite. Tu iras plus loin. Ça marche, hein, mettre la carotte aux jeunes. Moi, les jeunes que je peux avoir qui se sont déjà blessés, je leur dis pas fais du nordique, c'est de la prévention. Flemme.
fais du nordique, tu auras vraiment des bons ischios, tu seras plus explosif sur les départs. Je suis pas un menteur, on a des données sur ça, sur la production de force horizontale. Donc globalement, je suis pas un menteur et le patient va plus accepter de faire ce genre de choses. Vous voyez ce nordique là? Le problème, c'est que c'est un nordique de mauvaise qualité. Si vous savez pas pourquoi, on va faire un test. Kevin, s'il te plaît. Ouais, par contre, je suis très sérieux. Attends, on va le faire là. Un peu dans la caméra, c'est sport. Ouais, mais ils vont pas tous voir. Faut qu'on se déplace si tu veux. Bah, levez-vous, tournez-vous, vous allez voir. Mets-toi devant moi. Donc, passez devant si vous voulez. Je vais faire la manière dont ils ont fait dans l'étude. Regarde bien ce que je vais faire. Vas-y, essaie de taper un ordi. T'as senti quoi? Écoute. C'est super dur. Et une grande envie. Un peu rigolé. Ouais, maintenant fais ça. Et va chercher mes mains plus haut. Tu sens quoi? Les ischios qui ont pété à ce moment. Vous n'avez pas l'impression qu'il tient nettement plus facilement? Enfin, plus facilement. Qui tient plus dans les ischios que dans... Vas-y, on va le refaire. Désolé. Que dans... Vas-y. Non, il écrase les... Que dans les mollets. Ouais. C'est parce qu'en fait, la technique... T'as vu la différence? T'as vu? En gros, la première fois où en fait il charge majoritairement les mollets, je le mets en flexion plantaire max et je lui écrase, je le bloque. La deuxième, par contre, plie le genou, là. Je l'oblige à servir de ses ischios en mettant un appui plus haut. C'est tout con, mais un exercice nordique n'a rien à voir avec un exercice nordique. Si la consigne c'est pas la bonne et la méthode d'application de l'exercice n'est pas la même. Tiens, tu vas essayer. Ouais, tu vas prendre. Désolé. On a de la glace. Je me fais de courage. Vas-y, essaie de tenir. Allez, direct. Ah, mais non, pardon. Ah, c'est dur, hein. T'as tenu au max? Viens chercher mes mains. En gros, va chercher mes mains. Voilà. Allez, va chercher mes mains. T'as senti une différence? Bah, dites-vous que la photo que je vous ai montrée, ça fait partie de papiers qui ont été publiés avec comité de relecture. Question. Si le nordique est de mauvaise qualité, pensez-vous que les effets vont être les mêmes? Non. Entre un Wiko et un iPhone, ou un iPhone acheté sur Wish. C'est un iPhone acheté sur Wish, hein. Du coup, vous étonnez pas s'il ne fonctionne pas de la même manière. Là, c'est la même chose, c'est pas un nordique de qualité. Fait chier, parce que la prévention ça fonctionne, mais si on la fait correctement et si on la fait vraiment. Donc ouais, on peut avoir un impact, si on fait les bonnes choses, c'est génial. Si on les fait vraiment en plus. Autre élément extrêmement important à comprendre pour nous, physiothérapeutes, kinésithérapeutes, c'est que pour toute blessure, même la plus bénigne, genre un orteil, il y a une fenêtre de vulnérabilité qui s'ouvre, même après un retour au sport très bien fait. Je m'explique. Vous prenez des Australiens et vous inventez un sport, le football australien. Ce sport, c'est un mélange de bagarre, rugby, foot, sprint. C'est des mecs bien costauds qui se tapent sur la gueule et j'ai pas encore compris les règles. Et ils ont décidé de suivre 79 athlètes sur, si je ne me trompe pas, 5 ans. Sur 5 ans, il y a eu 2137 blessures. Et cette étude est extrêmement importante, ces deux études, parce qu'on s'est rendu compte que si on classait les différentes blessures selon la localisation et la gravité, et qu'on faisait par exemple allez, on va dire la 5, c'est une blessure au même endroit, de la même mature, mais différents côtés.
genre ischio, gauche, droite. Récidive, c'est la 2. La 1, c'est ça vient tout seul. Bah, on se rend compte que il y a plein de blessures, mais que globalement, ces blessures, surtout les graves, vont venir après une autre blessure dans ces 15 semaines. En fait, surtout dans les 5 premières semaines. En gros, je suis en train de vous dire que les compensations, ça existe vraiment, et ça amène à d'autres blessures si on ne fait pas gaffe et si on ne renforce pas les gens. Parce que même pour des blessures minimes de grade 1, derrière, si on ne faisait pas gaffe, boum, il y avait une grade 5 ou 8 qui arrivait. Au retour au sport, globalement, pendant 15 semaines, ça fait combien de mois? Je ne sais plus compter. 3 mois? Ouais, plus. Bah, vous avez une fenêtre de vulnérabilité de 3 mois. Donc globalement, la prévention, il faut qu'elle dure au moins 3 mois. 3 x 4, 12, ouais. Un peu plus. Tu vas mentir. Donc ces études, elles sont géniales. Hein. Elles font nous rendre compte que bah, un athlète, il a beau revenir au top niveau, d'un point de vue performance, d'un point de vue ouais, j'ai dosé la charge, etc. T'as 15 semaines où globalement, t'es plus à risque de te répéter des trucs. Ce qui est cohérent avec les données, par exemple, qu'on a en athlétisme, on se rend compte que un des facteurs prioritaires de se péter les ischios, c'est si ça te fait une entorse de cheville les semaines d'avant. Parce que ta mécanique est différente, du coup tu vas peut-être plus forcer sur les ischios, ça pète. Donc si on reprend trop tôt, trop fort, trop vite ou sans suivi, bonne chance. Et globalement, on se blesse plus fortement, même à distance. Mais ça peut même se jouer genou-épaule. Hein. Il y a Joe Gibson, il me semble, qui prenait en charge un... Alors, je sais plus si c'est un mec du cricket ou un mec du baseball. Bon, en tout cas, tendinopathie, et on l'a filmé avec des répétitions. Et on s'est rendu compte qu'au début, clac, il envoie, clac. Et sur la fin, vous avez vu la différence ou pas? J'envoie tout le corps. J'envoie que l'épaule surcharge, blessure à l'épaule. Et en fait, c'est parce qu'il avait un trouble du membre inférieur qu'il n'avait pas géré. Ouais, Mais quand tu dis à distance, c'est au à même... distance dans le corps. Sur le même corps d'un humain. C'est pas un... Je pensais que c'était au bout du temps. Genre. Bah, 15. dans le temps également, oui. D'accord. En gros, si une rééducation n'est pas complète et qu'il n'y a pas de suivi et pas de prépa physique adaptée, t'étonnes pas si ça répète à un autre endroit. S'il y a des compensations. C'est ce que je suis en train de dire. À n'importe quel moment. Surtout dans les premières semaines au retour au sport. Quand tu dois refaire une activité à haute intensité. Et donc, en vrai, oui, il y a des trucs, c'est de notre faute, mais si on prend une vision d'ensemble, pas que. Bah déjà se poser la question sur un athlète qui se blesse, est-ce que la rééducation avant a été adaptée ou pas? Je demande à tous les athlètes que j'ai eus, ou tout patients, est-ce qu'ils ont eu des antécédents de blessures? Oui, non. Si oui, je considère que la rééducation, peut-être, n'a jamais été faite jusqu'au bout, donc je vérifie. Et malheureusement, il y a pas mal de soins qui ont une faible valeur ajoutée dans l'amélioration des conditions du patient. Par exemple, faire du sprint, c'est nettement plus important pour un ischio que faire de l'électrostimulation. C'est tout con, mais si on s'est concentré sur l'électrostimulation pendant la rééducation, c'est dommage, on perd du temps. Et en plus, tu perds des chances d'aller mieux. Après, j'ai mis technique de course, mais ça dépend si c'est sur le sprint. D'autres choses qui sont vachement intéressantes. Vous avez un joueur pro, il a un enfant. Du coup, il dort moins bien. Du coup, il récupère moins bien. Du coup, la charge externe qu'il avait avant, qui passait très bien, peut-être qu'elle s'accumule différemment. C'est un truc important à avoir en tête. La prépa physique, est-ce qu'elle est adaptée? Est-ce que les entraînements sont adaptés? Quand je vous dis ça, je dois dealer avec des coachs d'athlètes qui, en retour de pré-saison, enfin en pré-saison, donc en retour de vacances pendant 2 mois, première séance, ça fait sprinter sur minimum 1,6 km, 2 km des mecs qui reviennent de 2 mois de vacances. Les coachs, où je pense à eux là tout de suite, ils ont actuellement là, cette période de la saison, 0 athlètes qui sont prêts pour des compètes. Hein. Tous blessés. Mollet, Achille, ischio.
Un mec d'athlète qui fait que de se blesser, c'est un problème de prépa. Ou prépa coach ou prépa physique. C'est pas normal. T'es tout seul, t'es une ligne droite. Vous faites ce que vous en voulez de ça. Est-ce que la prévention a été mise en place? Parce que globalement, mes sprinteurs, ils vont taper du nordique, pas que, ils vont sprinter, mais on va doser le sprint. Parce que, qu'est-ce qui se passe si on sprint tous les jours, à ton avis, Antoine, comme les powerlifters? On se blesse. Parce qu'un sprint, c'est tellement sollicitant, globalement, tu fais sprinter un mec, en moyenne, dans une semaine, 2 fois. Je vais le refaire. Vous faites sprinter en moyenne 2 fois, donc 2 jours, un sprinter. Pourquoi? Parce que ça met au moins 3 jours à récupérer. J'ai pas dit qu'il s'entraîne plus après, hein. Il fait d'autres trucs, hein. Il va à la salle, il travaille la mobilité, il travaille la technique, il travaille le fond, bref. Mais le sprint, déjà 3 fois par semaine, c'est risqué. Et en plus de ça, va falloir jouer avec les cycles. Parce qu'un mec qui fait que sprinter 2 fois par semaine pendant 8 semaines, il y a de grandes chances qu'il se pète. Parce qu'il faut faire des phases de déload. Bref, ça c'est de la prépa physique, spé athlé. Donc, est-ce que la gestion de la charge a été adaptée? Et il faut peut-être que les staffs médicaux mettent un peu plus le nez dans les données. Retour trop tôt, on l'a dit. Peut-être que parfois il y a des erreurs diagnostiques, ça arrive. Anecdote, je ne vais pas donner trop de noms ni trop de joueurs français qui s'est blessé durant un match, qui a appelé son kiné qui était sur Londres. Il me dit, mec, je peux te voir parce que j'ai ça, ça, ça. Le mec lui dit, ah, t'as sûrement ça. J'espère que le staff va te faire le truc. Non, il voulait absolument le faire jouer, le staff de l'équipe de France. Il est revenu, il avait un croisé postérieur. Parce qu'ils ont décidé de ne pas faire les examens parce qu'il fallait qu'il joue absolument. Sauf que la carrière du joueur, du coup, elle est en dents de scie, hein. À ne pas négliger le dopage. Globalement, maintenant, tout le monde peut se doper très facilement. Vous allez en Thaïlande, vous avez la testo vendue dans les pharmacies. Powerlifting, Antoine? Dopage, powerlifting? Sauf Stanley. Il le fait. En Angleterre, dans la population générale, des mecs comme vous et moi, ils vont à la salle, ils se dopent. Là, c'est simple, on est dans une période où tout le monde se dope. Zidane se dopait, il l'a avoué. Avant le dopage en Espagne, avant 2006, c'était autorisé dans le foot. Au cyclisme, globalement, bon, j'ai un ami qui connaît une bonne personne qui a pu m'expliquer que dans le cyclisme, souvent chez les jeunes, ils prennent un cocktail d'amphétamine et de testo édentate ou testo à faible dose pour pouvoir mieux récupérer. Et en général, ceux qui arrivent à passer en adulte, c'est ceux qui prennent de l'EPO. L'EPO qui amène à plus de risques d'embolie pulmonaire, de blablabla. Bref, tout le monde se dope, ça commence à être compliqué. Parce que ça amène également à nettement plus de blessures. Parce que tu crois que tu récupères, mais tu n'as pas vraiment totalement récupéré. Et donc tu te mets en surchauffe. Pensez pas qu'au rugby, quand un mec il prend 10 kilos en quelques mois, c'était en bouffant du brocoli et du poulet. Non, mais tout le monde se dope, tu peux pas non plus. J'ai pas dit tout le monde. Voilà. Beaucoup d'humains. Mais ouais, il y en a plein qui se dopent absolument pas et ça passe. Ouais, Après, dans la récidive, tu as aussi l'observance du patient. ouais, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, la Ouais. compliance. Ouais. Et ça, j'adore. Ça montre vraiment la considération parfois des structures envers les joueurs. Coupe du Monde au Qatar, on leur a mis en décembre, où normalement c'est une période où il y a une phase de déload. Là, non, c'est les gars, allez faire de la thune au Qatar, vous vous plaignez? Ceux qui devraient vraiment se plaindre, ce sont les ouvriers dans les usines qui gagnent 1000 € par mois. Alors oui, mais par contre, les athlètes peuvent se plaindre qu'en fait vous les surchargez et vous leur mettez un calendrier qui est absurde. J'aimerais vous montrer un truc par rapport à ce joueur qui est extrêmement intéressant. Ce qu'il va dire est extrêmement intéressant. J'allume évidemment l'enceinte. Désolé. Parlez, faites des trucs. Renforcez-vous, bordel.
C'est ça que je regardais, mais sinon tous les jours je recevais des offres par le service et par hasard j'ai tout sans offre. Ah putain. J'ai un problème de son, je peux pas faire écouter la vidéo. Sinon, c'est écrit. Ouais, mais son accent elle est bien. Ok. Parce qu'on arrive à lire. Ah, attends, je sais pas où est mon téléphone là. Ouais, moi, je l'ai appris la semaine dernière. Si je mets le micro à côté. C'est un peu dégueu, mais ça se passe, je pense. C'est à fond. Ouais, c'est parce que c'est ce que j'ai fait tout le temps et ça m'a fait. Les vacances, c'est les vacances. Pour moi, les vacances, c'est les vacances. Alors, pendant 11 mois, on fait du foot, alors que le mois où les vacances, c'est tout, on fait ce qu'on a envie. C'est comme ça. Après, la reprise est de plus en plus dure avec l'âge, mais voilà. Je pense qu'on a 20 ans, on va en vacances, un mois, on revient, ça va, pas de souci. On a 28 ans, ça commence à. Voilà, on apprend, on s'adapte, on va faire attention, pas de souci. Non. Non. Non, c'est vrai. C'est comme ça. Des fois, ça ne vous empêche pas de dormir, en fait. Certains, ça les obsède. Et notamment, les extraterrestres au-dessus, c'est dans l'estomac. Non, pas moi. Je suis déçu, parce que tu es obligé d'être déçu quand tu perds. Mais je vais me mettre dans mon lit, je vais bien dormir, il n'y a pas de souci. Et le lendemain, je vais travailler pour essayer de gagner le prochain match, tout simplement. Cet homme-là qui a le culte du corps Eden, vous êtes capable de. Non. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est pas ce que j'ai besoin. Voilà, c'est pas. J'ai jamais fait ça. Et c'est pas à 28 ans que je vais commencer à le faire. Tout simplement. Je pense que Ronaldo, il en est là parce qu'il a fait ça. Voilà. Alors lui, il a ce mérite-là, mais voilà, moi j'ai jamais attaché beaucoup d'importance à ça. C'est parce que avant tout, c'est pour moi, c'est parce que c'est le plaisir et je prends pas plaisir à faire ça. Je prends du plaisir à jouer au foot, à aller sur le terrain avec mes potes, mais ça je vais pas prendre du plaisir à faire ça, donc pour moi je peux pas faire. Ouais, c'est juste dans l'excès en fait. Mais parce qu'il a besoin de ça, je pense. Il y a des joueurs aussi, je connais des joueurs qui ont besoin de courir, qui ont besoin d'aller à la gym, pour qu'après sur le terrain ils se sentent bien. Moi si je fais ça sur le terrain, je peux pas me sentir bien, c'est sûr. C'est pour ça, je peux pas. Non plus, pas beaucoup. Non, mais Michi aussi, il me connaît, il sait très bien que j'ai pas besoin de ça. Si je vais dans la gym, c'est pour jouer au foot. Enfin, on trouve le ballon, il y a toujours un ballon qui traîne, on joue entre les allez, comment on appelle les trucs pour porter là. Les racks à squat. Je le comprends, hein. Le mec il se sacrifie toute l'année et on lui dit non mais tu fais, il faut que tu fasses. Bah non. Là peut-être que le problème ça a été dans la culture sportive de ne pas lui inculquer que c'est bon pour toi, ta carrière et ton corps parce que tu pourras jouer plus de matchs si tu te blesses moins. C'est tout con mais ça change tout dans le discours et dans ce qu'on peut apporter à l'athlète. Mais son discours il est ultra cohérent.
Et en vrai, le 1 mois de vacances, il faut lui laisser. Mais par contre, Eden Hazard, entre 2020 et 2023, beaucoup d'ischio qui pètent, hein, beaucoup de lésions musculaires. C'est dommage. Surtout que c'est un joueur exceptionnel. Mais si on lui intègre pas que ça peut être important pour sa carrière, normal qu'il va pas le faire. Et si on n'intègre pas dans les entraînements, comme vous l'avez dit, il va jamais le faire. En plus, comme il a dit, il vieillit. Et plus on vieillit, moins le corps récupère. Donc là, il est peut-être tombé dans un cercle vicieux où ça va être compliqué de s'en sortir. Deuxième joueur, autre problème. Ancien du PSG. Cette personne externe de l'équipe nationale, il m'a dit que j'ai besoin d'utiliser j'ai commencé à avoir un peu mal après quart de finale, j'avais un peu mal, j'ai commencé à avoir un peu mal de mollet, où avant j'avais jamais problème de mollet, et là ça a commencé la catastrophe. Non, mais c'était pas pour une fragilité. L'année 2015, j'ai joué tous les matchs. J'ai joué tout avec l'équipe nationale, je suis parti pour la Copa América en 2015, à juin. Et avec l'équipe nationale, on fait des statistiques, non, des passes et tout ça pour voir si tu appuies bien avec les pieds ou non. Et cette personne externe de l'équipe nationale, il m'a dit que j'ai besoin d'utiliser les sommets, dans les chaussures. Et pour moi, c'était quelque chose que jamais j'avais utilisé, c'était dur, un truc dur. Je disais non, ça me fait mal les pieds, ça me fait mal. Il m'a dit non, tu as besoin de l'utiliser, on le va essayer tous les mois de la Copa América, après tu vas voir, ça va passer. Alors je l'utilisais tous les jours, j'avais mal la plante de pied, j'avais mal. J'ai joué toute la Copa América, les premiers matchs ça va. Après quart de finale, j'avais un peu mal, j'ai commencé à avoir un peu mal de mollets, où avant j'avais jamais problème de mollets. Je ne m'entraîne pas toujours, je joue les matchs. Après ce match-là, les quarts de finale, j'avais un peu plus de mal. Je ne m'entraîne pas un jour, je m'entraîne l'autre. Je joue les demi-finales, je commence à avoir mal les deux mollets encore, et ça manquait 4 jours pour la finale. Alors je ne m'entraîne pas 3 jours, j'ai fait seulement les jours avant le match avec l'équipe. J'ai fait le match aussi, j'ai fini le match, la finale avec beaucoup de douleur. Je ne pouvais pas marcher, les deux mollets. On fait un écho après le match pour donner au club si j'avais quelque chose en uniforme, non? Si j'étais blessé ou pas. Le dos solide de les mollets est blessé. Alors j'avais joué 2 ou 3 matchs avec cette blessure. Je suis parti en vacances, j'ai fait un peu la réhabilitation avec quelqu'un en Argentine et quand je suis retourné à Paris, j'ai continué avec le travail de réhabilitation, j'ai commencé la préparation normale et tout avec Emery. Le premier match de championnat, après 10 minutes, je me casse encore les sols, les mollets. Et là, ça a commencé la catastrophe parce que je ne suis jamais arrivé à être là. Je me suis arrêté 12 semaines, je pense, la première fois, puisqu'après, quand tu es dans un club important comme le Paris Saint-Germain et tout, que l'entraîneur et tout le monde, il faut que tu joues, tu reviens vite, le plus vite possible, parce que tu as envie aussi de jouer. La première fois, je suis revenu 2 semaines après, et je me suis cassé l'autre mollet, parce que j'ai compensé, parce que c'était pas prêt les mollets droits, c'était pas encore sané complètement. Alors j'ai forcé plus les gauches pour ne pas appuyer beaucoup avec les droites. Je me casse les gauches. Après je suis un mois ou un mois et demi pour revenir, puisque j'avais les 2 mollets mal. Et c'était comme ça, un fois les gauches, un fois les droites. Et je ne suis jamais arrivé à avoir cette continuité pour revenir bien musculairement. Et j'ai eu beaucoup de déficits sur tous les 2 mollets. Après je devais plus faire de réhabilitation, sinon que je devais faire des renforcements de les 2 mollets avant de sortir dans le terrain. Mais c'est compliqué parce que quand tu es dans un club comme le Paris Saint-Germain, comme la Roma, tu as besoin de jouer. Tu es un joueur important, tu as besoin de jouer, d'être sur le terrain et tout. Et alors tu laisses de faire quelque chose pour faire un autre. C'est le contraire qui s'est passé à Elche. Voilà un des problèmes. Et personnellement, sur des athlètes qui ont eu pas mal de récidives, j'ai eu par exemple Richard Mézières, un ami qui est équipe de France de flag, avant il faisait du football américain avec moi.
Il s'était fait mollet, ischio, mollet, pris aussi en charge par un kiné du staff du PSG. Je connais. Je lui ai dit, bah, je te propose, parce qu'il avait une compète, il avait la Coupe du Monde aux États-Unis, dans l'Ohio, plusieurs mois après. Je te sors du circuit pendant plusieurs mois et on fait une réhab du début jusqu'à la fin et le renfort du début jusqu'à la fin et on va être strict sur comment tu vas progresser. Bah bingo, il a pu jouer, il a pu kiffer. Mais parfois en fait les athlètes, il faut peut-être les sortir du circuit pour pouvoir faire une prise en charge complète, carrée, faire un reset pour les réintégrer en staff. C'est pas facile. Mais dans pas mal de cas, ça a été la meilleure solution pour eux. J'ai pas dit que c'était facile. Et là j'ai la chance parce que Richard, il n'est pas avec des contrats avec des millions. Il a dû payer son billet d'avion pour aller aux États-Unis. Donc, rendez-vous compte. Donc, il y a ça également, le fait que, selon lui, un élément extérieur du staff a intégré une nouvelle chose trop rapidement, pas dans son bien, puisqu'il semblerait que lui dit non, non, ça me fait mal, on lui intègre quand même. Et ça pose pas mal de problèmes. Ça a posé pas mal de problèmes. Autre élément. J'ai travaillé avec les plus grands coachs. Ouais. Lui, première séance, tu comprends qu'il est différent des autres. Il y a quoi qui est... Je te dis la tête de ma mère, il est différent. Sur tout, frère. En tout, il est différent. Première séance, quand il est arrivé, on s'est tous regardés comme ça, on a dit ah d'accord, ça c'est quoi, d'accord. Ça c'est quoi, il arrive, explique la séance, te montre déjà, t'as vu là comment il joue le Bayern, t'as eu le pressing, parce qu'il sortait du Bayern et du Barça, il te montre des vidéos de ces équipes du Barça et du Bayern, comment ils pressent. Et il te montre le pressing que toi tu faisais juste avant, tes arrêts sur image, et il te montre que ta prochaine séance que tu vas faire là, tu vas bosser le pressing, la sortie de balle, et si, il est là, il te fait 10 minutes de topo de réunion. Tous les jours, c'est 10 minutes de la réunion avant la séance. Il te montre tout ce qu'il veut faire, comment l'exécuter, et d'une certaine manière. Mais au bout d'une semaine, frérot, on faisait un pressing, c'était un truc que pour nous était inimaginable avant. Et ça t'a rappelé ce que tu avais subi en 2011 ou en 2010 quand tu les avais joués à Carcassonne? Contre eux, je disais, mais ils sont injouables ces mecs-là. Attends, ils sont vraiment au-dessus de moi, de ce niveau-là. Mais en fait, quand tu joues avec lui, mais tu sais très bien que c'est une machine huilée. Il parle de Pep Guardiola, qui est globalement l'un des meilleurs coachs dans le foot. Mais vous vous rendez compte que donc, quand il arrive, la charge de travail et l'intensité de travail, elle augmente. Ce qui a été très bon pour lui et pour plein d'autres. Ce qui peut être un peu trop rapide pour certains athlètes qui ne seraient pas adaptés, encore plus s'il a eu une blessure il n'y a pas longtemps. Donc ça, c'est également un facteur à prendre en compte. Quand le coach il fait trop vite, ça peut amener à des blessures. Donc il n'y a pas que la responsabilité du kiné qui est mise en jeu, mais la responsabilité de plein de personnes dans une situation complexe. Et malheureusement, même des médecins, surtout pour les ischios, si vous prenez cette étude française s'intéressant à la prescription des médecins et des médecins du sport pour les lésions aux ischios, globalement, moins de 14% des médecins prescrivent de la kiné pour une lésion aux ischios. Et quand c'est un kiné du sport, il le fait un peu plus. 21% des médecins du sport prescrivent de la kiné pour une lésion aux ischios, qui est une blessure avec un haut taux de récidive si on ne fait pas de la rééducation. C'est une donnée française, comme ça on peut dire oui, mais c'est pas adapté. Cette étude existe. C'est pas moi qui l'ai faite, elle existe. Donc peut-être que c'est globalement le staff médical qui est un problème, en plus du staff, coaching staff, pour certains athlètes. Et là, pour moi, là, ce sont des erreurs du staff médical qui nécessiteraient globalement d'être radiées, voire la prison. Je suis très sérieux. Tua Tagovailoa est un quarterback, joueur des Miami Dolphins, qui a eu une commotion cérébrale à un match. Vous allez la voir. Ah. Donc là, vous n'avez même pas vu, c'était hors champ. Ils vont remettre. Là. Ah, ils vont remettre. Bah, c'est rien, sauf que regardez comment il se relève. Première commotion. Il y en a qui s'y connaissent un peu en protocole commotion. Levez la main ceux qui ont déjà au moins entendu parler de ça. Protocole commotion.
Qu'est-ce que vous avez déjà entendu du protocole commotion pour les athlètes? Hein? Normalement, tu sors du terrain. C'est quoi les suites? Ouais, en dehors des tests, combien de temps normalement tu te reprends pas des cachets dans la gueule quand c'est pas le premier? 3 semaines, ok. Ah, désolé. On a dit 3 semaines, hein, parce que c'est vraiment ça en plus. Désolé. Donc ça c'est un truc de cette année, hein, enfin de cette saison. Donc regardez, ça c'est la semaine numéro 2. Semaine numéro 2. Il se prend une commotion. Il sort du terrain. Blablabla. Semaine numéro 3. Semaine numéro 3. Il se reprend une commotion. Syndrome du second impact. Si son cerveau c'est de la marmelade à 50 ans. Ouais. Pourquoi je disais que c'était criminel? Un mec qui s'est pris une commotion, normalement, si vous voulez le protéger, j'insiste sur si vous voulez le protéger, pas sur si vous voulez gagner les matchs, hein. Si vous voulez le protéger, peut-être qu'il ne faut pas qu'il se prenne des contacts trop importants dans les premières semaines. Et un peu plus tard dans la saison, vous allez voir maintenant à quel point son cerveau est vite sensible, parce que ce ne sont pas ces deux premières. J'en ai fait 6 des commotions cérébrales, je ne l'ai jamais dit à mes coachs. Et lui par contre ça se voit, et il y a un staff musical. Et oui, il marchait pas droit après ça. Selon moi, il devrait être sanctionné là, le staff médical. Heureusement, ils l'ont été. Il me semble, le médecin, un des médecins, il a été éjecté de la NFL. Et le contexte, il a 25 ans, hein, plusieurs commotions, et rappelez-vous, entre la 1 et la 2, il s'est passé qu'une semaine. Et après, il n'a pas été arrêté 3 semaines. Hein. Je sais parce qu'il était dans ma Fantasy League, il me rapportait des points. Et les conséquences, c'est sur le long terme. C'est pas dans l'année prochaine, c'est quand il aura 54 ans et qu'il va se tirer une balle parce qu'il entendra des voix. Quand je vous dis ça, en fait, c'est du vécu. Junior CEAO, joueur de NFL des Chargers, à 50 ans, il se rendait compte qu'il n'était plus vraiment lui-même. Il avait des crises d'angoisse, un peu une espèce de truc genre syndrome de stress post-traumatique, et était devenu dépressif. Il a dit à sa femme, si je meurs, je veux léguer mon cerveau à la NFLPA. Il s'est tiré dans le cœur, et c'est grâce à lui qu'on a beaucoup de travaux sur les commotions cérébrales. Peut-être qu'il y en a qui ont vu le film Concussion avec Will Smith. Voilà. Ça, c'est un élément, mais il y a aussi un autre élément. Donc ça, c'est Claire Irigoyen, une de mes anciennes étudiantes, qui va parler d'un truc qui touche majoritairement les femmes, et surtout dans les sports à catégorie de poids ou esthétisme. Un truc qui est très 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 important à avoir en tête. Connais-tu la REDES ou la triade de la sportive? J'ai fait mon mémoire dessus et t'explique ça dessus. Initialement, une triade de la sportive, c'était constitué de 3 choses. Des fractures de fatigue récurrentes,
une aménorrhée, c'est-à-dire une suppression du cycle menstruel de la femme, ainsi que des troubles du comportement alimentaire, souvent de l'anorexie mentale. Les choses vont évoluer, de plus en plus de recherches ont été faites sur le sujet pour aboutir en 2014 avec un consensus du comité international olympique qui va renommer le syndrome en l'appelant déficit énergétique relatif dans le milieu sportif ou FEDEX. Donc ça va inclure beaucoup plus de symptômes, notamment les symptômes cardiaques, psychologiques, etc. Et ça va également inclure les hommes et les athlètes para-olympiques. L'initial de ce syndrome, donc ça va être un déséquilibre entre l'apport nutritionnel et les dépenses énergétiques. Ça peut se faire de façon complètement inconsciente. Donc l'athlète qui ne va pas avoir le temps de bien s'alimenter, qui ne va pas avoir les connaissances nutritionnelles adéquates par rapport à son sport, ou ça va être de façon consciente avec des comportements de régime, voire de troubles du comportement alimentaire, allant jusqu'à de l'anorexie mentale, de la boulimie, des comportements durs, etc. Donc l'ARS va avoir des conséquences sur la santé de l'athlète, mais également sur ses performances. On va observer donc ce syndrome dans beaucoup de sports, mais notamment 3 catégories de sports, qui sont les sports esthétiques, donc natation synchronisée, patinage artistique, gymnastique, les critères sur les sports, mais également donc, sur les sports à catégorie 4, judo, boxe, etc., et les sports d'endurance comme le trail, le marathon, etc. Donc, cette pathologie est actuellement sous-diagnostiquée, mais beaucoup d'athlètes souffrent de ce syndrome. Les grosses campagnes de prévention sont prévoir. Donc, actuellement, il y a de plus en plus de communication sur cette pathologie-là, et notamment sur comment dépister. Si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. J'ai encore beaucoup de choses à dire sur le sujet. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt. Abonnez-vous, mettez un pouce bleu. Et ça, donc c'est dramatique. Hein. C'est vraiment dramatique. Sur pas mal d'athlètes. Ça vous parle, Philippe Lucas et Laure Manodou? Sa dépression après, etc. Bref, il y a plein d'histoires d'athlètes, judo, enfin parce que c'est avec des catégories de poids, et plein de sports où c'est dramatique. Globalement, le surentraînement, surmenage, ça flingue des athlètes. Dans les centres de formation, ce qu'ils font, c'est globalement, ils prennent tous les athlètes, ils les jettent tous contre le mur et on voit qu'ils survivent. T'es blessé, on en a rien à foutre de toi. Pourtant, même si t'es un petit de 16 ans, plein de talent, t'es blessé, on en a rien à foutre de toi. Et en plus, peut-être que ces blessures, elles viennent parce qu'on te fait du surmenage. Donc ça, c'est également un truc qui est extrêmement important. Si je vous dis ça, imaginons, vous êtes en rééducation avec quelqu'un, un patient qui a une tendinopathie. On sait que les exercices, c'est utile pour les tendinopathies, c'est génial, blablabla. Je te fais de l'isométrique, concentrique, excentrique, je te mets des sauts, génial. Si on n'arrive pas à analyser le fait que derrière, en fait, il y a un surmenage au niveau des entraînements, ça ne va jamais aller correctement. Et ça va faire que des récidives. Un mec qui fait des ultra-trails tous les jours, est-ce qu'il est intelligent? Voilà. Donc son problème, c'est pas sa déchirure au mollet, c'est le fait qu'il fait des ultra-trails tous les jours. Et ça existe dans les sports type tennis, où vous avez des petites 14 ans qui s'entraînent 6 heures par jour. Oui, c'est du vécu de patient que j'ai déjà eu. Escrime et plein d'autres sports. Donc c'est des choses également à surveiller et à voir avec les patients que vous pouvez avoir. Et là, ça rentre en compte dans la charge de travail. Si je reprends les ischios et également les entorses de cheville, il y a une corrélation nette et une augmentation de la prévalence des blessures en lien avec le nombre de matchs que tu joues dans la semaine. Quoi? On joue pas qu'une fois par semaine au foot? Non, parce que quand tu as match de saison, ligue, coupe nationale, tu peux te prendre 3 matchs dans la semaine. Et globalement, si tu te pouffes 3 matchs dans la semaine... Ouais. Non. Pas de souci. Si tu te prends 3 matchs dans la semaine, globalement, tu as nettement plus de chances de te faire une cheville et ou un ischio. Là, la responsabilité, c'est staff médical pouvoir dire au coach, coach, il faut pas qu'il joue tous les matchs là. Ou alors qu'il joue qu'une partie du match, même s'il est important. Dans le basket, ils le comprennent un peu mieux. Il y a, peut-être pour ceux qui connaissent, le load management. Vous avez parfois les Brown ou autres qui jouent pas et qui sont en costard avec leurs potes sur le banc. Parce que le basket, sinon tu joues tous les 3 jours. Alors si tu joues tous les 3 jours à fond, ça va être compliqué. Et les ratios de vraisemblance, si tu joues 3 matchs en moins de... Pardon, pas les ratios de vraisemblance.
mais c'était les autres ratios. Globalement, le risque de se répéter, il augmente drastiquement. Surtout pour les entorses de cheville, mais pour les ischios également. Et ça arrive majoritairement dans les changements de direction. En fait, on a plein de données, hein. C'est ça qui est génial. Donc on sait dire quand est-ce qu'on fait de la merde. Qui est responsable, du coup, des blessures sportives? Bah, en vrai de vrai, ça va être compliqué pour moi de vous répondre. Parfois, ça peut être l'athlète, son hygiène de vie. Parfois, c'est le contexte autour de l'athlète. Il a un enfant qui vient de naître. Parfois, c'est le coaching staff. On n'écoute pas les athlètes, on les balance contre le mur, on fait du sort entraînement. Parfois, c'est staff médical. On ne fait pas la rééducation jusqu'au bout. On ne les rend pas assez forts. C'est peut-être tout le monde à la fois. Mais en tout cas, on ne peut pas dire que c'est personne. Et dans un monde parfait, ou en fait juste sur la planète Terre, à quoi devrait ressembler de la prévention ou de la prépa physique adaptée, sachant que pour moi, c'est exactement la même chose. Si vous prenez Mikhailo Mudryk, qui est un joueur de Chelsea, bon, le premier match qu'il a essayé de jouer, il n'a pas pu jouer parce qu'il était malade, mais c'est pas sur une blessure. Voilà sa préparation physique. Des hip thrusts qui dépassent facilement les 150 kg. Pas sur cette vidéo, mais facilement. 150 kg hip thrust, c'est rien. Pour les filles qui font des hip thrusts, je pense que vous savez que globalement, vous pouvez dépasser très facilement. Donc ça, c'est la prépa d'un footballeur. Eden Hazard, il fait pas ça. C'est dommage. Parce qu'Eden Hazard, il se blessera moins s'il faisait ça. Porter des charges lourdes, j'ai envie de vous dire que c'est obligatoire normalement dans une prise en charge. Donc développer couché, on s'en fout, c'est un footballeur. Mais taper des quarts de squat à 200 kg. Désolé, j'ai pas fait ça. Taper des quarts de squat à 200 kg, en vrai, c'est pas incroyable pour un athlète de haut niveau. C'est plutôt facile. À 16 piges, vous pouvez avoir des gens qui tapent des quarts de squat à 200 kg. Il faut juste y aller progressivement. Mais c'est vachement intéressant pour développer des qualités et protéger son corps à pouvoir absorber des chutes, des changements de direction, des sprints, etc. etc. Et une prépa parfaite, par exemple, pour football américain, parce que c'est un sport qui m'intéresse, c'est normalement en pré-saison, on va pas se taper sur la gueule et on va pas faire des sprints à tout va. On va être sur une programmation intelligente, on va réintégrer des schémas de course, on va voir qui a eu des blessures et qui les a pas gérées. Mais en gros, c'est peut-être plus, au début, un espèce de camp de récréation, plus de la clé, plutôt que on se tape sur la gueule, on se tape sur la gueule. Pourquoi je vous dis ça? À votre avis, dans une saison sportive, tout sport confondu, surtout sport collectif, à quelle période il y a le plus de blessures? Non. À la reprise, en pré-saison. À l'entraînement. Ou dans les premiers matchs. Et ça, en fait, c'est un lit pour les futures blessures, les cas de vulnérabilité. Hein. Et après, vous avez des joueurs qui font que de se blesser parce qu'en pré-saison, ils se sont blessés. Maintenant, si on s'intéresse que à nous, au vu de ce qu'on a pu discuter ensemble depuis tout à l'heure, quelles sont les choses qui seraient minimum obligatoires à faire pour nous? 1. Une rééducation précoce. C'est J1 la rééducation. C'est pas J4. J1. Oui, c'est compliqué quand tu es au cabinet, que le médecin il t'envoie et en plus tu as une liste d'attente. Oui. Une rééducation, si possible, c'est jusqu'au bout. Attends, on va prendre après. Et quand je dis jusqu'au bout, c'est tous les critères de retour au sport, plus la gestion de la charge selon le poste dans lequel tu es. Et intégrer de la prévention, c'est obligatoire en fait. Parce que globalement, quelqu'un qui se blesse, les ischios, je me suis déjà pété les ischios, ou un croisé, bah, on est condamné à entretenir notre corps. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres données qui nous montrent que si je compare gauche-droite et que je fais rien pendant 2 mois, à gauche, bon, bah, mes capacités elles diminuent parce que j'ai rien fait, à droite, elles diminuent. Du coup, je vais reprendre un sprint, faut pas s'étonner si je me pète, si j'ai pas entretenu. C'est tout con. Et c'est pour ça que la prépa physique, je considère que c'est la prévention. Et ce serait
obligatoire, en tout cas dans le sport de haut niveau. Et peut-être qu'il faudrait qu'on communique sur ces données avec les différentes professions, médecins, chirurgiens, préparateurs physiques ou autres, parce que ça fait partie de la performance sportive de ne pas se blesser et d'être là tout le temps pour pouvoir progresser. Et je vais vous prendre l'interview d'un de mes amis qui est kiné au club de basket de Strasbourg. Salut à tous, je m'appelle Christopher Raphaël et je suis le kiné de la SIG Strasbourg. J'ai un parcours assez classique, moi je suis originaire de Strasbourg, donc j'ai intégré l'école de kiné de Strasbourg après la première année de médecine. À la fin de mon cursus, j'ai d'abord démarré mon activité libérale avant de plonger dans le monde du sport professionnel. Alors d'abord dans le football à l'OGC Nice où j'ai travaillé un peu plus de 3 saisons et puis ensuite un retour à la maison à Strasbourg. Je suis à la SIG depuis maintenant 2 saisons. J'ai pas de journée type, je vis vraiment au rythme des entraînements et des matchs. Alors avant l'entraînement, je vais travailler avec certains joueurs sur tout ce qui va être activation musculaire et travail de mobilité avant les échauffements collectifs. Pendant l'entraînement, je vais m'occuper des blessés s'il y en a, ou alors je mets à jour mes dossiers, ou je me tiens prêt en fait, au bord du terrain au cas où s'il y a besoin de moi. Et après l'entraînement, on va vraiment axer le travail sur toute la partie récupération qui est très importante à ce niveau-là. J'ai une relation particulière avec les joueurs parce qu'on passe beaucoup de temps ensemble. Ils se confient beaucoup aussi à moi et donc il y a vraiment une vraie relation de confiance. Alors il faut savoir que tout ce qui se dit dans ma salle reste dans ma salle, mais voilà, il y a aussi quelques informations parfois que je peux capter qui me sont très utiles pour juger de leur état physique, de leur état de santé et aussi pour pouvoir déceler des petits bobos avant qu'ils ne deviennent de réelles blessures. À ce moment-là, en accord avec le docteur Pascal Zeller, on informe des stats techniques pour pouvoir mettre au repos un joueur ou alors réduire sa charge de travail. Donc voilà, c'est très important d'être attentif et moi je fais vraiment le lien entre les joueurs et les entraîneurs. Ike avait subi une entorse grave de la cheville. Et après ce type de blessure, il va falloir dans un premier temps drainer l'épanchement et regagner en mobilité. Ensuite, une fois que certains critères cliniques sont validés, il est important de remettre en charge le joueur progressivement. Alors d'abord avec des exercices simples et ensuite on va complexifier les tâches pour mettre un peu plus de contraintes sur le côté lésé. Et moi j'essaye aussi d'introduire le ballon très rapidement dans les exercices pour que le joueur soit pas coupé du basket et les exercices sont de plus en plus rapprochés de sa pratique sportive. À chaque étape, j'explique ce qu'on va faire, je contrôle que l'exercice soit bien réalisé et je questionne le joueur sur son ressenti. Est-ce que ça fait mal? Est-ce que c'est trop facile? Moyen? Difficile? Il est très important que le joueur ait conscience de ce qu'il fait, qu'il comprenne pourquoi il le fait et qu'il soit en confiance avec ce que je lui propose. On a souvent tendance à penser que pour rééduquer une cheville, il va falloir seulement travailler l'équilibre. Alors c'est un raccourci qu'on fait à tort, parce qu'en réalité c'est beaucoup plus complexe que ça. Certes, on va travailler la cheville et renforcer celle-ci, mais on va vraiment aussi travailler les muscles tout autour de la cheville, les muscles du pied, les muscles du genou et autour de la hanche, qui vont vraiment venir stabiliser tout le membre inférieur. Et c'est que comme ça qu'on aura une jambe forte qui résistera à toutes les contraintes imposées par le basket. En parallèle de sa rééducation spécifique pour la cheville, le joueur va travailler avec le préparateur physique Samuel Covelli pour vraiment limiter au maximum la perte de sa condition physique, tant au niveau cardio-respiratoire que musculaire. Bon, globalement, ce qu'il disait, c'est qu'il travaille également en étroite collaboration avec son ami préparateur physique. Et c'est pour ça que ça marche. Et Chris, sur une saison complète avec Strasbourg, alors que c'est du basket, ils ont eu une blessure. Au basket, j'élimine les blessures parce que le ballon il vient sur le doigt. Ça compte, hein, mais voilà. Une blessure, une seule, c'est même pas une entorse de la cheville, c'était pas avec Ike, c'était un ischio. Parce qu'en plus, il y avait des petits signes d'alerte. Une blessure sur toute une saison de basket, c'est exceptionnel. C'est que le staff médical fonctionne super bien.
Donc c'est rare, mais c'est possible. Mais par contre, aussi, Chris, il y a un truc, c'est qu'il va se concentrer sur les thérapies à haute valeur ajoutée. La T-car, les ultrasons, jamais. Ça aide pas la guérison. Et c'est un gris-gris qui est fashion, ça ne sert pas à améliorer la guérison. Celui qui trouve une étude qui montre que ça améliore la guérison, bonne chance. Parce qu'en fait, c'est juste un ultrason un peu plus cher. Bien sûr qu'il y a des freins au fait que ça fonctionne bien. Déjà, si vous êtes... Imaginons, vous avez l'opportunité de bosser dans un club pro et qu'il y a déjà des gens qui sont en place, déjà un système préétabli et ça fait 20 ans que ça fonctionne comme ça. Ça va être compliqué de changer les choses. Surtout que quand vous voulez instaurer de la rigueur, ça fait peur aux gens. La rigueur, ça fait peur aux gens. Le bilan euro, Kevin, ça fait peur, hein, quand au début, on se rend compte qu'il y a plein de trucs à faire. Mais en fait, c'est pas si compliqué que ça. Et les changements que vous essayez ou que vous essayez de mettre en place peuvent être extrêmement longs et c'est pas sûr que ça change vraiment. Expérience que j'ai eue avec le football américain où concrètement le médecin n'était pas prêt à ce qu'il y ait du changement dans le staff. C'est dommage parce que J1, il y a eu 6 blessés. J-1 avant le match, quand on devait jouer contre l'Italie, il y avait 24 blessés, dont au moins 6 blessés graves qui ne pouvaient absolument pas jouer. Avoir 24 blessés sur un stage d'avant-match, c'est pas normal. Et du coup, si moi, mon job, c'est juste réparer les mecs et essayer de faire en sorte qu'ils essayent de jouer pour un match pas important alors qu'ils ne gagnent pas des millions, c'est pas ça normalement mon job. C'est éviter qu'ils se blessent en 1. Oui, mais ils ont dit, avant, le staff n'était pas ouf. Oui, ils se sont pas. Je sais pas, je peux pas bien juger. entrés. Je sais pas, je peux pas juger. Et je peux pas donner autant de détails parce que je suis filmé. Et dites-vous un truc également, dans le sport de haut niveau, malheureusement, la sélection elle se fait pas à la compétence. Et j'ai envie de vous dire c'est normal, le RH ou le médecin ne sait pas forcément ce que fait vraiment un kiné et c'est quoi un bon kiné. Ça se fait à l'opportunité. C'est parce que on a besoin de quelqu'un. Il semblerait que tu correspondes à notre profil de personnes qu'on recherche, mais ils vont pas chercher le meilleur. Et après, j'ai envie de vous dire, c'est quoi le meilleur? Là, on rentre dans des trucs compliqués. Parce que je ne saurais pas vous dire c'est quoi un excellent kiné dans le sport. Est-ce que c'est un mec qui est apprécié des joueurs? Un mec qui est apprécié des médecins? Ou un mec qui arrive à faire en sorte que dans le staff, ça se passe bien et qu'il n'y a pas beaucoup de blessés? Parce que du coup, c'est pas du tout les mêmes objectifs. Du coup, oui, on a une part de responsabilité extrêmement importante dans les blessures sportives, surtout dans les blessures sans contact. Maintenant, à nous d'en faire quelque chose, à nous d'analyser vraiment blessure par blessure, les situations dans le club, etc. Et dernière vidéo que je voulais vous montrer, à votre avis, est-ce que c'était évident ou pas que le mec se blesse? Hi, my name's Kevin Dunn, Test Football Academy CEO. I'm Gary Goodmanson, Director of Football Operations. We're here today to put bodybuilders in direct competition with football. Tous les bodybuilders se We're here to put those two groups together to truly see exactly what kind of result we can get. The first thing we're gonna do is the 40-yard dash. We're excited to see some of the results, I think, because these guys are training for the 40-yard dash in the NFL Combine. We think that this is going to be a slam dunk for us on the football side, but you never know. We'll see. Come on, man. You've been in here forever. Come on. What's up, man? Come on. What's up? Sorry, man. I gotta go. You want to race or something? What? You think so? Yeah. All right, let's Ce qui va se passer, c'est une bataille de sprint entre ce bodybuilder et lui qui est coach de joueur NFL qui a l'habitude de sprinter. We have Clark over here who plays football who decided to take his cleats off so that the footwear is now not an advantage.
Je vais envoyer les photos après sa blessure. All in good fun, but in the same aspect, you expect Any athlete getting injured is never a quick Ça, fix. c'est un autre mec qui s'est But thank God these guys turned out to be okay. I think bodybuilders do a great job at isolating individual muscle groups. But when La it question que j'ai envie de vous poser, est-ce que c'était pas évident qu'il allait se blesser? Vous pensez qu'il se prime combien de fois dans l'année, lui? Zéro. Voilà. Passer de 0 à 100, c'est bien, mais si tu passes pas les vitesses. Du coup, merci pour votre attention pour cette conférence. J'espère que ça vous a plu, ou peut-être que ça vous a appris des choses, ou que ça a confirmé en lien avec des données. Si vous voulez le diapo, vous m'envoyez un message, je vous envoie le diapo. Je te l'envoie. Ouais. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Vraiment que tu veux dire un truc? Il y a un buffet qui vous attend en bas et surtout on va juste donner le prix du jeu concours ce soir. On vient de faire le tirage au sort à l'instant. Pour les questions, Brian, je veux qu'on les fasse vite fait maintenant 5 minutes. On peut faire 5 minutes de questions. 5 minutes de questions, donne le gagnant du concours, c'est parti. Quelle est ta question? C'est quoi tes. Est-ce que tu as des tests de RTP? Oui. Mais tu les fais